plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Stéphanie Touga, bonjour, bon mardi. Salut Rémi, contente de te retrouver. Ben écoute, c'est réciproque. Est-ce que tu as passé une bonne action de grâce? Oui, en fait, j'étais à l'étranger pendant quelques jours. J'avais un mariage dans la vieille France, en fait, pour être très précise. OK. Mais, Ouais. Puis c'est quoi pour toi l'action de grâce? Qu'est-ce que ça signifie? Très peu, sinon que d'essayer de réfléchir et de rendre grâce, puis de transmettre à mes enfants d'être contents de ce qu'ils ont. Rendre grâce, moi Toi, c'est pour ça. ça veut dire quoi, toi? Non, mais c'est parce que tantôt, on se disait qu'il y a à peu près personne qui sait c'est quoi l'action de grâce aujourd'hui en 2025. On est tous contents d'avoir ce congé-là le lundi. Mais quand vient le temps d'expliquer c'est quoi, Noël, on sait c'est quoi la fête du travail, on sait c'est quoi la fête des Patriotes ou la fête de la Reine, mais l'action de grâce, il y a bien peu de gens qui savent. C'est quoi? Pour ton information, si tu l'ignorais, c'est un lien avec les récoltes. Donc, il fut un temps où on rendait grâce comme ça au Seigneur de nous avoir offert de bonnes récoltes en vue des temps froids qui s'en viennent. Hey, il faut parler, je pense, du Parti québécois, parce qu'on est à moins d'un an de l'élection. Ouais. Le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon parle de tenir un référendum dans un premier mandat. Les arguments, la stratégie des caquistes et des libéraux, c'est de dire attention aux Québécois, ils veulent un référendum. Et il y a même des gens à l'intérieur de la famille souverainiste qui disent c'est pas une bonne idée de tenir un référendum dans un premier mandat. Exact. On en est où dans ta tête sur cet enjeu-là? Ben déjà, le Parti québécois en ce moment est un peu perçu comme étant le gouvernement en attente, parce qu'après 7 ans de règne caquiste, ce qu'on voit, c'est que si la tendance se maintient, puis qu'on se fie au sondage léger, la CAQ pourrait frôler les 0 sièges. Réalistement, ils seront probablement pas à 0. Ils seront probablement plus autour de 8, 10, 20, on sait pas, mais chose certaine, si la tendance se maintient et si François Legault décide de maintenir sa décision d'être à nouveau candidat au poste de premier ministre, ben la CAQ serait écartée et Paul Saint-Pierre Plamondon, si on se fie encore une fois au sondage à un an des élections, pourrait aspirer au poste de premier ministre et ainsi former le gouvernement. Puis, évidemment, Paul Saint-Pierre Plamondon, contrairement à des chefs péquistes, disons, dans les 10, 20, même 30 dernières années, 30 dernières années, depuis Parizeau, la question référendaire, il la met vraiment de l'avant, beaucoup plus que ses prédécesseurs. Je pense à André Boisclair, je pense à Mme Marois et d'autres. Donc, vraiment, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a décidé d'en faire un enjeu fondamental et en amenant avec lui son vent de popularité, espère aussi amener l'idée de la question nationale aussi de lui essouffler un espèce de vent de popularité. Si on regarde dans les dernières décennies, quand le PQ a été porté au pouvoir, la question nationale aussi, l'option du oui prenait toujours un 3, 4, 5 points de pourcentage. En ce moment, quand on regarde les sondages, le PQ est à peu près à 36 %, le camp du oui est à peu près aussi à 36 %. On peut penser que si Paul Saint-Pierre Plamondon, dans un an, est élu premier ministre, ben, l'option du oui pourrait monter à un 40, 41, 42 %. Ça, c'est en faisant rien de différent. Juste en maintenant l'idée de la question référendaire en disant les Québécois, on pourrait se présenter aux urnes pour être entendus. Ça, c'est en faisant aucune publicité, en ne mettant de l'avant aucune étude, juste en faisant exactement ce qu'ils font. C'est-à-dire proposer une offre aux Québécois. Puis, je lisais le texte de Facal en fin de semaine sur est-ce qu'on devrait pouvoir utiliser les ressources de l'État ou non pour l'option souverainiste. Puis, la question qui me vient d'office, en lisant le début du texte, je me disais, mais pourquoi le gouvernement du PQ se gênerait de proposer, comme toute autre politique qui vise à changer la face même de l'État, ne pourrait pas utiliser les ressources financières de l'État pour parler de ce projet-là, alors qu'ils se sont fait élire. Tu sais, c'est pas un agenda sur cette question-là, c'est pas un agenda caché, c'est pas d'utiliser les ressources financières de l'État à des fins détournées. C'est simplement de dire, écoutez, dans les prochaines années, on va vous appeler aux urnes, là, on va vous consulter, ça va coûter cher cette consultation référendaire-là. C'est une politique qui nous est chère. Vous nous avez élus en sachant exactement ce qu'on allait faire. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas utiliser les ressources financières de l'État alors que le gouvernement de la CAQ, par exemple, a fait des publicités pour parler de la question de la laïcité? Le gouvernement fédéral fait des publicités pour parler de l'agenda politique fédéral. Pourquoi est-ce que le gouvernement du PQ serait gêné, mal à l'aise de commander des études à des universitaires, de faire de la publicité, de mettre de l'avant un argumentaire pour son option, alors qu'ils se sont fait élire sur cette base-là? Pour moi, c'est comme kiff-kiff, là. Ce qui est bon pour Jean est bon pour Jacques. Il devrait pas être gêné au PQ. On met ça de l'avant, là. Mais effectivement, si c'est annoncé,
C'est dans le programme. Oui. À ce moment-là, les fonds de l'État peuvent être dédiés à défendre quelque chose qui a été dans le programme. Par contre, parce que pour beaucoup de Québécois, Stéphanie, puis je veux t'entendre là-dessus, le référendum, c'est pas de la politique, c'est autre chose. Il y a la politique, puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'intérieur même de la famille souverainiste, il y a des gens qui disent que le PQ devrait d'abord gouverner, faire ce qu'il y a à faire, les écoles, les routes, l'environnement. Et là, ensuite, le référendum, c'est dans le registre de la coquetterie. Là. On est ailleurs. C'est politique, un référendum, mais c'est autre chose. Ça, c'est de la faute au PQ. Il faut mettre ça dans la rhétorique, là, que le référendum est un moyen pour réaliser des problèmes. Il faut arrêter de magnifier la question référendaire. Il faut arrêter de rendre ça extraordinaire et unique en ce sens que ça devrait être indépendant, comme tu le dis, de l'agenda étatique. Pour moi, c'est un des dossiers de l'agenda de l'État quand il y a un gouvernement du PQ qui est au pouvoir. C'est jamais caché. Pauline Marois était peut-être même moins pressée, pour utiliser le jargon, qu'un Paul Saint-Pierre Plamondon, mais elle demeurait tout de même indépendantiste. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on magnifie le fait de tenir un référendum. Tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon pourrait décider de gouverner et de dire, vous savez quoi? Donnez-moi, là, le premier mandat, là, en effet, là, on va régler les affaires, là, on va être un bon gouvernement. Puis, à la deuxième élection, là, on pourrait faire une élection référendaire, c'est-à-dire que vous vous rendez aux urnes, puis il y a le bulletin à gauche qui est pour qui tu votes, puis le deuxième bulletin en dessous qui est êtes-vous pour oui ou non le fait que le Québec devienne un État. Donc, pour moi, ça pourrait être une option pour Paul Saint-Pierre Plamondon qui rende ça un peu plus normal. C'est correct que les gens soient consultés. Il y a des pays partout dans le monde qui posent des questions par voie référendaire à sa population. Je sais pas si tu te souviens, mais François Legault, il s'était engagé d'ailleurs à tenir un référendum il y a pas si longtemps sur la question de l'immigration. Bien sûr. Et pourquoi on n'est pas consulté sur ce genre de grande politique publique-là qui vise à sonder la population, pas juste une fois aux 4 ans dans le cadre d'une élection normale, mais pour moi, ça a plein de sens qu'on consulte les gens par voie référendaire. C'est ça de la démocratie directe. C'est parfait qu'on aille sonder le monde. Mais arrêtons de magnifier. Puis le mot référendum, là, il est tellement chargé. Il y a tellement de connotations émotives pour nos parents, pour nos grands-parents. Il faut sortir ça, il faut évacuer ça. Je pense qu'il faut arrêter de faire peur aux gens. Puis, le fameux « le confort dans l'indifférence », là, cette phrase-là, pour moi, elle résonne très fort. Les gens, ils sont confortables, ils ont peur de plus être confortables. Puis la question nationale, elle dérange, elle rend les gens inconfortables pour le bien ou pour le moins bien. Donc, il faut arrêter là, d'avoir cette connotation-là associée au mot référendum, je pense. Puis, il y a des dates qui sont importantes à rappeler. Il y a beaucoup de souverainistes qui disent, un référendum dans un premier mandat, c'est dangereux parce qu'il faut d'abord montrer qu'on est capable de gouverner, puis ensuite, on va aller chercher le plus de monde possible. Quelques petites dates. 15 novembre 1976, le Parti québécois remporte l'élection. Le Parti québécois de René Lévesque. Il attend 4 ans avant de tenir le référendum du 20 mai 1980. Les résultats, 40-60 en faveur du non. Et je permets d'ajouter à ce que tu viens de dire, ils étaient extrêmement désorganisés, les souverainistes, en 80. Hautement désorganisés. Et pourtant, ils ont fait 40%. Donc, intéressant. Puis là, je t'attends au détour pour 95 parce que je sens qu'on va être à la même place. Jacques ils Parizeau, étaient super organisés en 95. Jacques Parizeau arrive à la tête du gouvernement à la fin de l'année 94, tient un référendum vers la fin de 95, donc il va rapidement, il tient son engagement. Ouais. Mais à peine. Et qu'est-ce qui arrive? On connaît les résultats. C'est 50,6, 49,4 avec 50 000 votes. Très douteux du côté du non, en faveur du non. Donc, et ça a été étudié de toute façon, Stéphanie, à travers le monde, à travers d'autres sociétés qui ont traversé les processus référendaires. Plus t'attends avant de tenir un référendum sur l'indépendance d'une société, moins les résultats sont avantageux pour le camp du oui. Puis la réalité aussi, le test de feu pour Paul Saint-Pierre Plamondon puis son équipe, ça va être d'arriver prêt. D'arriver là, tu sais, qu'est-ce qui va arriver là? Les Québécois, ce qu'ils veulent savoir, là, c'est mon régime de pension. Qu'est-ce qui va arriver avec mon régime de pension une fois que le Québec est un pays? La monnaie. On va-tu garder la même monnaie? Faites juste répondre à nos 10 questions, là, j'ai envie de dire, là, de base, là, que tout le monde se pose, là, que monsieur, madame, tout le monde, si on dit, ouais, mais si le Québec est un pays, il se passe quoi? Ah, ben là, je vais-tu quand même avoir ma pension? Je vais-tu quand même avoir mon chômage? T'sais, ce genre de questions-là, faut avoir des réponses. Puis Jacques Parizeau, quand il est arrivé en 95, là, il l'avait, là, voici les 10 affaires à garder en tête, là, il l'avait. Ça, je pense que le test de feu, ça, pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ça va être d'être capable de l'expliquer aux Québécois en disant, là, arrêtez de capoter, là, je me permets ce mot-là, arrêtez de capoter, arrêtez d'avoir peur, d'avoir peur, on va vous l'expliquer, voici ce qui va se passer. Puis une fois que ça, c'est compris,
Puis je pense que en ce sens, on revient au texte de Facal. Si tu es capable d'utiliser les ressources de l'État, justement, le ministère des Finances qui est capable de faire un état des lieux sur le budget, le ministère de l'Économie, le ministère des Services sociaux qui dit au niveau de l'aide sociale, inquiétez-vous pas, voici ce qui va se passer. Au niveau des bourses, le ministère de l'Enseignement supérieur qui me dit vos bourses, vous allez recevoir, voici comment on va vous compenser. Mais au moins, là, on est capable d'utiliser les services de l'État au soutien d'une mesure puis d'une politique publique qui est l'accession à l'indépendance. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu là. Je le vois pas, l'enjeu, en fait. Là. Je pense que c'est un faux débat. À partir du moment où tu joues à visière levée de manière transparente puis tu dis ce que tu vas faire, pour moi, il n'y a pas d'enjeu. Ça reste une politique publique comme une autre rendue là. Non, on ne s'habitue pas à la transparence. Ça nous étonne, ça nous surprend. Je regarde, non, mais c'est vrai, et pourtant, c'est quand même ce qu'on demande le plus. Je voulais discuter aujourd'hui avec Régis Labaume d'un texte qu'il a publié dans la presse en fin de semaine qui a fait beaucoup jaser. Le vent a soufflé fort sur Régis Labaume. Il n'était pas disponible. Je lui prête pas de mauvaises intentions. Des fois, il y a des gens que dis sont pas venus en ondes, puis on le sait que c'est parce qu'ils veulent pas venir. Régis Labaume, il n'était pas disponible. C'est la version officielle. Qu'est-ce que t'en as pensé de son texte, toi? Comment tu perçois ça? Alors, c'est un texte qu'il publie dans la presse en fin de semaine où il reproche à la CAQ et au Parti québécois d'utiliser les enjeux identitaires pour mousser leur popularité. Ça fait longtemps que Régis Labaume envoie des pics à la CAQ sur les questions de laïcité, les questions d'immigration. Mais là, il va plus loin parce qu'il vise aussi le Parti québécois. Puis il dit, moi, je suis souverainiste, OK, mais je pense que le Parti québécois devrait arrêter de parler de ces enjeux-là. Et là, bon, ça a dérangé beaucoup de gens, Stéphanie, parce que ça marche. Donc, je sais que tout n'est pas une bonne stratégie quand ça marche, mais peut-être que ça veut dire aussi que les gens veulent en entendre parler. Et que Régis Labaume, qui n'est plus en politique, arrive dans le champ gauche en disant, ce qui touche les gens, c'est pas forcément important, parlons d'autre chose. Il y a quelque chose comme un déni de réalité, puis quelque chose aussi comme un regard un peu hautain sur ce que le peuple aime entendre et ce que le peuple aime discuter aussi. Faisons un petit saut dans le temps. En 2014, quand Pauline Marois se retourne en élection, elle a été élue pour une première fois en 2012, retourne en 2014, déclenche une campagne électorale parce qu'elle était dans une position de gouvernement minoritaire. Elle fait campagne sur la fameuse charte de la laïcité, qui ressemble essentiellement à ce qui a été déposé par le gouvernement de la CAQ dans les dernières années. En 2014, la vraie affaire, là, c'est que le PQ a surestimé à quel point les enjeux de laïcité puis les enjeux d'immigration, c'était vraiment important pour les Québécois à ce moment-là, il y a 11 ans. Quand on s'est rendu aux urnes, là, mettons, il y avait santé, éducation, l'économie, l'habitation, la sécurité, machin. Puis l'immigration et la laïcité, ça arrivait très, très bas dans la liste. Ça faisait à peine le top 10 des enjeux qui amenaient les gens aux urnes. Si on posait la question aujourd'hui en 2025, pour vrai, Rémi, là, je pense que les enjeux immigration et laïcité, ça serait probablement dans le top 5 des préoccupations qui amènent les gens aux urnes. Pourquoi? Parce que le visage de la politique a complètement changé, le visage de la société a changé. La vague migratoire, l'immigration a été, dans la dernière décennie, extrêmement importante, notamment parce que c'était l'agenda de Justin Trudeau. Donc, je pense que la question de l'immigration puis de la laïcité, elle prend tout son sens aujourd'hui. Puis le fait que des gouvernements puis des partis d'opposition se positionnent sur cet enjeu-là, pour moi, c'est pas un problème. Au contraire, il faut qu'on soit capable d'avoir une discussion sensée, saine, nuancée, aussi sensible, parce que ça doit être pas facile si t'es un immigrant dans un pays où tout le monde parle d'immigration puis de laïcité puis tu te sens peut-être persécuté. Faut qu'on soit empreint d'une certaine empathie puis de sensibilité dans ce dossier-là. Cela dit, je trouve que la semaine dernière ou dans les 2 dernières semaines, le PQ et la CAQ, ils ont un peu, comment dire, je pense qu'en voulant peut-être bien faire et parler de cet enjeu-là, ils ont un peu fait de la surenchère. Tu sais, la CAQ disait X, le PQ disait Y, puis là, le lendemain, ils faisaient tout un espèce de ping-pong sur qui va aller le plus loin sur la question de la laïcité. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait réagir Régis Labaume en fin de semaine et qui a amené à ce texte-là. Je trouve que là on a beaucoup parlé de laïcité. Grand bien nous fait en faire. Je pense que c'est important comme État qu'on en parle de la laïcité et de l'immigration. Mais comme je te dis, je trouve qu'il y a eu un peu une surenchère. Puis à un moment donné, c'est que quand tu finis par simplement faire de la surenchère pour de la surenchère, des fois, le message il se dilue puis tu sais plus trop. Finalement, ils proposent quoi, là, la CAQ, là? Tu sais, c'est quoi leur position sur la question de la laïcité ou en matière d'immigration? Si aux 2 semaines, on fait juste de la surenchère avec le Parti québécois, parce qu'en effet, les libéraux sont complètement absents de ce débat-là, là. Soyons honnêtes, là. Ils veulent pas en faire partie de ce débat-là. Fait que c'est vraiment le PQ et la CAQ qui s'approprient cet enjeu-là. Okay, mais je pense qu'il y a un peu ça. Stéphanie, il y a peut-être effectivement une surenchère, d'ailleurs je le reconnais, mais il y a aussi une sous-enchère de l'autre côté, parce que moi je suis un petit peu tanné d'entendre des gens dire « Ah, le problème, c'est pas qu'on parle d'immigration, c'est comment on en parle. » Mais là, tu as toujours envie de dire « Mais proposez-nous une façon d'en parler. »
Et là, il n'y a rien. Finalement, on se cache bien derrière. Non, mais c'est que derrière cette espèce d'allégation-là, on devrait en parler autrement, il n'y a pas de proposition. Donc, on devine bien qu'en réalité, leur idée, c'est de ne pas en parler. Et il y a une autre chose qui est achalante, c'est d'inventer une réalité. Régis Labombe, dans son texte, je lis un extrait du texte qui s'appelle « Non, nous ne haïrons pas les musulmans ». Il dit et les problèmes récents des finances du Québec, Nordvolt, Saclic, etc. Je suppose que tout cela est la faute des musulmans et des immigrants. Je connais personne au Québec qui dit que Nordvolt et Saclic, c'est de la faute des immigrants. Donc, il y a littéralement personne sur les 10 millions de Québécois qui dit ça. Là. Littéralement, là, personne. Les liens qui sont faits entre les politiques d'immigration du fédéral, c'est les services sociaux, les services à la population, le logement, le français. C'est tout. C'est tout. Et là, que la crise du logement soit imputable seulement à l'immigration ou pas, regarde, c'est pas la question. Mais il y a personne qui parle de Saclic et de Nordvolt parce qu'on est capable d'en parler en réalité. Donc, d'inventer une réalité pour dire, voici le danger d'en discuter, ben ça ne nous mène à rien. Et ça vient souvent de gens intelligents. Le Régis Labombe, c'est un gars brillant. Là. Il a été maire de Québec pendant plus de 10 ans. C'est un gars qui lit, c'est un gars qui est renseigné, c'est un gars éduqué. Pourquoi on descend si bas? Ben c'est ça, puis je pense que ça sert à la limite un peu l'agenda en face chez les libéraux par exemple qui veulent pas en parler d'immigration. Pourquoi? Parce que l'agenda actuel là, puis le fait qu'on parle pas d'immigration, ben ça sert complètement leur base électorale. Parce que si on regarde le dernier léger qui a été paru il y a 2 semaines, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit les libéraux ils font pas fort chez les francophones puis qui est la majorité historique. Ils font très, très fort chez les allophones et chez les anglophones. Donc, s'ils se mettent à dire, mais en effet, peut-être que la pression puis la capacité d'accueil du Québec ou du Canada même commence à être vraiment saturée, commence à être atteinte, on devrait réfléchir au seuil ou comment on les sélectionne. Tu sais, ce genre de discussion-là que tout État normal a, ben, les libéraux de Pablo Rodriguez ne veulent pas nécessairement l'avoir, forcément. Leur électorat, c'est eux. Donc, c'est sûr que ça cantonne le PQ puis la CAQ dans le coin des discussions sur l'immigration, sur la laïcité. Puis là, les libéraux de Pablo Rodriguez, ben, disent pas grand-chose parce que Pablo, en plus, c'est l'ancien ministre Justin Trudeau, donc il amène quand même un peu cette vision-là dans ce qu'on peut maintenant appeler une espèce de début de succursale du PLC au PLQ. Ouais, puis un petit rappel également, la loi 101, là, tout le monde a chialé dans l'opposition en 1977 lorsqu'elle a été adoptée par Camille Lorrain. Aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique qui dénonce cette loi-là. Il n'y a personne, même dans l'espace public, qui a un rôle dans l'espace public, qui oserait dire que c'est une mauvaise loi. La loi 21... J'irais plus loin. Ruba Gazal, elle se dit même, qui est la parole de Québec solidaire, enfant de la loi 101. Donc, au contraire, je pense que même ceux qu'on pourrait penser qui aujourd'hui auraient pu voter contre, ça colle l'étiquette. Donc, tu as tout à fait raison. Et j'allais juste dire, Stéphanie, que la loi 21, c'est le même principe, puis c'est allé plus vite. La loi 21, adoptée en 2019, tu as les libéraux qui votent contre, tu as Québec solidaire qui vote contre. Pablo Rodriguez, il y a 2 semaines, il a dit, la loi 21, je la garde si je prends le pouvoir en 2026. Ça a assuré la paix sociale. Donc, c'est bien beau regarder ceux qui ont des idées audacieuses souvent et le courage de parler de certains enjeux de haut. Il faudrait peut-être réviser un peu l'histoire parce qu'on paraît mal des années plus tard. Merci beaucoup, Stéphanie Touga. Salut Rémi, toujours un plaisir.